À 15 ans, mes parents m'ont abandonné à la ferme de mes grands-parents pour que leur fille en or puisse briller. Des années plus tard, après que je me sois construit une vie à laquelle ils ne s'attendaient pas, ils sont revenus pour exiger mon soutien, seulement pour apprendre qu'il n'y avait pas une seule place pour eux à mon mariage. Salut, Reddit. Ma famille a clairement fait savoir qui était le favori, et ce n'était certainement pas moi. Alors, j'ai ramassé le peu de dignité qui me restait, reconstruit toute ma vie à partir de zéro, et j'ai cessé d'attendre que l'un d'eux se comporte comme de vrais parents. Avant d'entrer dans les détails, voici comment tout a commencé. Je suis Ryan Harper, j'ai 30 ans maintenant, marié, installé, et je vis une vie que j'ai bâtie de mes propres mains. Mais à l'époque, j'étais le raté de la famille. Ma petite sœur, Madison, ou Maddie Harper, était la parfaite. Mes parents, Deb et Gary, agissaient comme si elles portaient tout le nom de la famille sur ses épaules, et que j'étais juste là pour tout compliquer. Avant que tout ne s'effondre, la personne avec qui je passais le plus de temps n'était même pas de ma famille. C'était Tyler Brooks. Il était comme mon frère. Nous jouions aux jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin, nous parcourions le quartier à vélo, nous essayions des sports au hasard parce qu'on s'ennuyait, et nous faisions des plans stupides pour louer un jour un petit appartement et le rénover nous-mêmes. C'était le genre d'amitié où l'on suppose simplement que l'autre sera toujours là. Puis il ne l'a plus été. L'accident a emporté Tyler et ses parents le même jour. Il n'y a même pas eu de véritable au revoir. Juste des appels téléphoniques, quelques adultes parlant à voix basse, et moi, debout, essayant de me convaincre que quelqu'un avait mal compris quelque chose. Je ne pense pas que mon moi de 15 ans avait la capacité mentale d'accepter que quelqu'un qui était venu chaque week-end pendant des années venait de disparaître. Après ça, tout dans ma maison semblait plus lourd, comme si les murs s'étaient rapprochés. Quelques jours plus tard, mes parents ont insisté pour un dîner de famille afin que les choses reviennent à la normale. Ils ont dit ça comme si la normalité était encore possible. Nous nous sommes tous assis à table. J'ai à peine touché à ma nourriture. Mon esprit n'était pas là. Je pouvais encore voir le vélo de Tyler appuyé contre mon garage depuis la dernière fois qu'il était venu. Pendant que j'étais assis là, essayant de ne pas m'effondrer, Deb a commencé sa tirade habituelle sur les réussites de Maddie. Elle réussit si brillamment, dit-elle, la main sur la poitrine comme si elle annonçait un miracle. Ses professeurs ne tarissent pas d'éloges sur son potentiel. Gary hochait la tête comme s'il était son manager. Elle donne l'exemple. Voilà à quoi ressemble la discipline. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Ryan, ne plombe pas l'ambiance ce soir. Maddie s'est penchée en arrière sur sa chaise, souriant comme si elle était sur scène. Peut-être que tu pourrais faire plus d'efforts, toi aussi, dit-elle, avec un air innocent, mais elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle attendait une réaction. Je ne lui en ai donné aucune. J'ai essayé de parler une fois, juste une phrase sur à quel point tout semblait bizarre sans Tyler. Deb m'a immédiatement coupé. Ryan, s'il te plaît. Nous essayons d'avoir un dîner positif. Gary a ajouté, il y a un moment et un endroit pour tes émotions. Apparemment, ce moment et cet endroit n'ont jamais existé dans cette maison. Je me sentais invisible, comme si j'étais la seule personne à avoir remarqué la disparition de Tyler, et même cela faisait de moi un inconvénient. Après ça, l'école semblait inutile. Chaque couloir était attaché à un souvenir. Sa chaise vide en classe me rendait malade. J'ai arrêté de me soucier des devoirs, des projets de groupe, de ma présence. Je ne voulais parler à personne, surtout pas aux professeurs qui se sentaient obligés de me demander si je m'en sortais. Non, je ne m'en sortais pas. Pas du tout. J'ai commencé à traîner avec des gens qui n'attendaient rien de moi. Des gars qui ne me demandaient pas où j'allais après l'école ou pourquoi je ne voulais pas rentrer à la maison. Nous ne faisions rien d'impressionnant. Principalement des bêtises stupides et imprudentes parce que c'était mieux que de rester assis assez longtemps pour réfléchir. Deb a réagi en se posant en martyr. Tu détruis cette famille, disait-elle, les mains sur le front comme si elle allait s'évanouir. Sais-tu ce que tu nous fais subir? Gary faisait des discours qui semblaient répétés devant le miroir. Tu choisis le mauvais chemin. Un homme prend ses responsabilités. Il chronométrait toujours ses discours pour les moments où j'étais déjà bouleversé, comme s'il attendait le moment parfait pour remuer le couteau dans la plaie. Et Maddie, elle utilisait chaque erreur que je faisais comme combustible. Je ne comprends pas comment nous pouvons être de la même famille, a-t-elle dit un matin avant l'école.
Cette phrase lui a valu des louanges supplémentaires de la part de Deb, au moins un de mes enfants se soucie de son avenir. Tout ce que je faisais était soit mal, soit la preuve que Maddie était meilleure. Le coup de grâce est arrivé lorsque quelques gars et moi traînions dans un parking après la tombée de la nuit. Nous étions mineurs et nous faisions les idiots. Quelqu'un a appelé la police. Quand la voiture de patrouille est arrivée, je savais que j'étais fichu avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Ils nous ont emmenés au poste. Pas une véritable arrestation, juste une garde à vue jusqu'à l'arrivée des parents. Mais c'était suffisant. Deb est entrée avec les larmes déjà aux yeux. « Ryan, comment as-tu pu nous faire ça ?» Gary se tenait raide, les bras croisés, me lançant le regard de quelqu'un sur le point de prononcer un réquisitoire final. Maddie n'était même pas là, mais elle s'est assurée plus tard que tout le monde sache à quel point c'était embarrassant pour elle. Le trajet de retour a semblé durer des heures. Deb alternait entre les pleurs et les reproches. Gary n'arrêtait pas de sermonner. « Voilà ce qui arrive quand tu refuses d'écouter, » dit-il, comme si on m'avait déjà donné l'espace de dire quoi que ce soit. Le lendemain matin, avant même que je ne me sois redressé dans mon lit, ils m'ont annoncé que je partais. Aucune discussion, pas de « comment vas-tu vraiment ?» Rien. Juste, tu vas vivre chez tes grands-parents jusqu'à ce que tu te reprennes en main. Maddie se tenait derrière eux, les bras croisés, comme si elle regardait la fin d'une série qu'elle appréciait. Quand je suis monté dans la voiture avec mon sac, je ne me sentais pas effrayé. Je me sentais effacé, comme s'ils avaient enfin admis ce qu'ils laissaient entendre depuis des années. Maddie comptait. Pas moi. C'est à ce moment-là que les choses se sont vraiment brisées. Pas quand Tyler est mort. Pas quand l'école est devenue un échec. Juste là, dans cette allée. Quand mes propres parents ont clairement montré que je ne valais pas la peine d'être gardé. Mes parents m'ont déposé chez mes grands-parents par un matin froid. J'avais 15 ans, assis sur la banquette arrière avec un seul sac à dos et les derniers vestiges de mon ancienne vie. Nous avons emprunté le long chemin de terre, et je m'attendais à ce que le jugement m'attende. Une autre série de discours ou de regards déçus. Au lieu de cela, grand-père est sorti de la grange, s'essuyant les mains sur un chiffon, calme comme toujours. Grand-mère est sortie du porche, souriant déjà comme si j'étais quelqu'un qui lui manquait, pas le gamin que mes parents venaient de mettre à la porte. Grand-père s'est approché, a posé une main sur mon épaule et a dit « Tu es à la maison maintenant. » Pas de colère, pas de questions. Grand-mère m'a serré dans ses bras. « Entre, mon chéri. Tu as l'air épuisé. » Derrière moi, Deb est à peine sortie de la voiture. Elle se tenait la main sur la portière comme si elle allait s'évanouir. Gary avait l'air fier de lui, comme s'il avait résolu un problème. « Ne leur fais pas regretter ça, » a-t-il dit. Ce fut son au revoir. Personne ne lui a répondu. Grand-mère ne les a même pas regardés. Ils sont partis, la poussière s'élevant derrière la voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ce soir-là, j'ai rencontré l'oncle Scott, le frère de Gary. Techniquement, je l'avais déjà rencontré quand j'étais petit, mais les souvenirs étaient flous. Juste quelques fêtes d'anniversaire et un barbecue dont je me souvenais à peine. Il avait déménagé ici il y a longtemps pour aider grand-père et grand-mère à gérer la ferme. Mes parents ne parlaient jamais beaucoup de lui, alors le revoir, c'était comme rencontrer quelqu'un de nouveau. Il est entré depuis l'autre côté de la cour, portant 2 lourds sacs de nourriture. Il n'était ni bruyant ni dramatique, juste stable. Il a posé les sacs, m'a fait un signe de tête et a dit « Tu es Ryan, n'est-ce pas ? Tu étais tout petit la dernière fois que je t'ai vu. » J'ai hoché la tête et il m'a tendu la main. « Je suis Scott, ton oncle. » Puis il a dit les 3 choses qui ont donné le ton pour tout ce qui a suivi. « Tu es en sécurité ici. Tu dois te reconstruire. Je ne vais pas te laisser tomber, mais tu n'as pas le droit de semer le chaos dans cette maison. » Il n'a pas haussé le ton ni ne m'a dévisagé. Il a simplement exposé les choses comme de simples instructions. Les premières semaines furent maladroites. Non pas à cause de ce qu'il faisait, mais parce que je ne savais pas comment réagir face à des adultes qui ne criaient pas et ne me culpabilisaient pas. J'attendais un piège qui n'est jamais venu. Grand-père se levait tôt et s'occupait des corvées comme si de rien n'était. Scott travaillait juste à côté de lui. Grand-mère faisait tourner la maison avec régularité, vérifiant toujours si j'avais mangé ou dormi, mais sans jamais être indiscrète. Quand je ratais quelque chose, comme mal fermer un portail ou laisser tomber du bois, Scott ne soupirait pas ou n'inclinait pas la tête comme s'il était déçu. Il réparait simplement, me montrait rapidement comment faire,
et passer à autre chose. Pas de discours, pas de culpabilité, juste de la correction et de la routine. Peu à peu, la maison a cessé de me sembler temporaire. Je faisais les corvées le matin, j'aidais avec les animaux et je suivais mes cours. Personne ne me comparait à Maddy. Personne ne me parlait comme si j'étais un fardeau. Je n'y ai pas cru au début, mais cette stabilité a eu un effet sur moi que je n'ai pas remarqué tout de suite. Quand j'ai eu 17 ans, la vie à la ferme s'était installée dans une sorte de normalité. J'ai terminé le lycée via le district local, je faisais les corvées avant et après les cours, et j'ai tout réussi. Pas parfaitement, mais assez pour m'en sortir sans que personne ne me crie dessus. C'est Scott qui a parlé de l'université. L'université locale est à 20 minutes, a-t-il dit. Tu es assez grand. Tu devrais y aller. Ça ne sert à rien de rester là à ne rien faire une fois que tu auras fini l'école. Il ne l'a pas dit comme une exigence, juste une direction. Grand-père était d'accord. Grand-mère me préparait un déjeuner tous les jours avant le début des cours. C'était la première fois que je franchissais une nouvelle étape sans me sentir poussé ou comparé à quelqu'un. L'université locale n'était pas grande. Quelques bâtiments, une cafétéria bon marché, des couloirs calmes, mais c'était comme un nouveau départ. C'est là que j'ai rencontré Hope. Je l'ai remarqué lors de notre premier semestre dans un amphithéâtre bondé où la moitié de la classe était à moitié endormie. Elle prenait de vraies notes, posait des questions et ne semblait dérangée par rien autour d'elle. Après le cours, elle m'a tenu la porte et a dit « Tu es dans ma section, n'est-ce pas ?» sur un ton simple et amical qui ne rendait rien gênant. Nous nous retrouvions constamment dans les mêmes groupes de travail, sortions des mêmes couloirs, partagions les mêmes pauses. Nous ne nous sommes pas jetés dans une relation amoureuse. Ça a commencé lentement. Des petites blagues, des conversations informelles, des révisions à la même table. Pas de pression, pas de bizarrerie. Elle me parlait comme si je n'étais pas un raté ou un projet caritatif, juste un autre étudiant. À la ferme, la vie continuait. Grand-père me montrait de nouvelles corvées à chaque saison. Grand-mère me traitait comme si j'avais toujours fait partie de la famille. Scott restait stable, jamais bruyant, jamais dramatique, juste là chaque jour, m'apprenant des choses sans que cela ressemble à une leçon. Ces 2 années ont tout changé, et je ne le réalisais pas encore pleinement. Mais la ferme, Scott, et même la routine tranquille avaient déjà fait plus pour moi que mes parents n'avaient jamais essayé de faire. Après quelques mois, j'ai appris à soulever avec mes jambes plutôt qu'avec mon dos, à faire des nœuds qui ne se défaisaient pas, à réparer un panneau de clôture sans casser le suivant. Le temps ne me faisait plus peur. J'ai commencé à finir les corvées sans que Scott ait à les refaire derrière moi. C'était nouveau, qu'on me fasse confiance pour ne pas tout rater. L'université se déroulait en parallèle. Les cours le matin, le travail à la ferme l'après-midi, et Hope devenait une partie régulière de mes journées. Nous marchions ensemble jusqu'à nos voitures, nous comparions à quel point nos professeurs étaient nuls, ou nous nous asseyions à la bibliothèque pour finir nos devoirs. Elle ne posait pas de questions sur mon passé. Elle n'agissait pas comme si elle avait besoin de me cerner. Elle aimait simplement être avec moi, et c'était suffisant. La vie commençait à s'équilibrer jusqu'à ce que Gary se pointe. Un après-midi, je suis rentré pour boire de l'eau et je l'ai trouvé debout dans la cuisine, les bras croisés, comme s'il était chez lui. Grand-mère restait près de la cuisinière, sans le regarder. Et grand-père était assis à table avec cette expression qu'il avait quand il était à quelques minutes de perdre patience. Gary m'a regardé de haut en bas. « Content de voir que tu vas mieux », a-t-il dit, comme s'il en méritait le crédit. Il s'est tourné vers grand-père. Je pense qu'il est important qu'il comprenne que cette amélioration n'efface pas ce qui s'est passé. Il doit mériter son pardon. Il a dit ça comme s'il donnait un sermon. Il n'a pas demandé comment j'allais ou sur quoi je travaillais. Il est juste entré et est passé directement aux leçons de morale. Puis il a essayé de dire à grand-père et grand-mère comment me gérer. Il a besoin de structure, de règles claires, d'une discipline constante. Vous ne pouvez pas le laisser faire n'importe quoi. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Grand-père a finalement posé sa tasse. Tu n'as pas à nous dire comment gérer quoi que ce soit, a-t-il dit. Tu l'as déposé et tu es parti. Nous l'élèverons comme nous l'entendons. Gary a cligné des yeux comme si quelqu'un l'avait giflé. Je dis seulement ça pour son bien, a-t-il réessayé, adoptant son ton habituel d'avocat du diable. Quelqu'un doit le tenir pour responsable. Scott est entré dans la cuisine à ce moment-là et Gary s'est tu un instant. Tiens,
Regarde qui a décidé de se montrer, a dit Scott en regardant Gary. Salut, a répondu Gary. Cela a instantanément changé l'atmosphère de la pièce. La mâchoire de Gary s'est crispée. Très bien, faites à votre manière. Il m'a jeté un regard comme si je l'avais déçu de ne pas le soutenir. Puis il est parti sans dire au revoir. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas dit un mot. Quelques jours plus tard, Deb a appelé grand-mère. Je passais dans le couloir quand j'ai entendu le début de la conversation. Mon garçon me manque, dit-elle, la voix douce et tremblante. Je pense à lui tous les jours. Cela semblait presque sincère jusqu'à ce que grand-mère lui suggère gentiment de me parler directement. Deb a immédiatement craqué. Tu ne comprends pas ce qu'il nous a fait subir, a-t-elle dit. Nous avons tout sacrifié et Maddie a souffert plus que quiconque. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était difficile. Son ton a changé si vite que ça n'avait presque aucun sens. Grand-mère n'a pas argumenté. Elle a juste dit, je dois finir le dîner, et a raccroché. J'en avais assez entendu pour savoir que rien n'avait changé. Deb ramenait toujours tout à elle. Gary prétendait toujours savoir ce qui était le mieux de loin, et Maddie était toujours leur centre de gravité. Au lieu de me déranger comme avant, cela a rendu quelque chose plus clair. Je n'allais pas y retourner. Je n'en avais pas envie. Quel que soit le rôle familial que j'occupais auparavant, il avait été remplacé des années plus tôt, et essayer de le récupérer n'avait plus de sens. À la ferme, j'étais utile. À l'école, je réussissais. Avec Scott et grand-père, j'apprenais. Avec grand-mère, j'étais en sécurité. Et avec Hope, je commençais à me sentir comme quelqu'un qui avait du potentiel, pas quelqu'un qui avait besoin d'être réparé. Plus mes parents essayaient de s'immiscer dans ma vie avec de la culpabilité ou des leçons de morale, plus cela me poussait vers les gens qui restaient constants. Je n'ai rien dit de tout cela à voix haute. Pas à ce moment-là, mais je le sentais. Chaque jour, je me levais, je faisais mon travail et je continuais à mettre de la distance entre qui j'étais et qui je devenais. Et Hope continuait d'être là. Pas de drame, pas d'essai de régler mes problèmes, juste stable, de la même manière que la ferme était stable. De la même manière que Scott était stable. Pour la première fois depuis des années, ma vie ne s'effondrait pas. Elle prenait enfin forme. À l'arrivée de l'hiver, les choses ont continué ainsi. Je n'avais pas beaucoup de nouvelles de mes parents, ce qui rendait la vie plus calme. Mais Maddie, même à distance, trouvait toujours des moyens de m'irriter. Cela a commencé par un message d'une de mes cousines. Rien de dramatique, juste un texto désinvolte demandant comment ça allait. Puis, de nulle part, elle a ajouté, Maddie a encore parlé. Je pensais que tu devrais le savoir avant que ça ne se répande davantage. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. La réponse est arrivée rapidement. Maddie dit que tu profites de là-bas. Que grand-père et grand-mère gaspillent de l'argent pour toi. Elle n'arrête pas de dire que c'est elle qui porte le nom de la famille maintenant. Je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai relu le message 2 fois. Ce n'était pas surprenant que Maddie soit toujours obsédée par l'attention, mais entendre qu'elle impliquait mes grands-parents m'a fait serrer la mâchoire. Ils avaient fait plus pour moi en 2 ans que mes parents en 5, et elle essayait de transformer cela en une sorte de fardeau. J'ai montré le message à l'oncle Scott. Il n'a pas beaucoup réagi, il a juste soupiré et dit, elle ne sait pas comment cette maison fonctionne. Grand-père a entendu et a grogné quelque chose que je n'ai pas saisi, mais le regard qu'il a lancé à Scott indiquait qu'il se doutait déjà que quelque chose comme ça circulait. Quelques jours plus tard, la rumeur a atteint le reste de la famille élargie. Elle s'est propagée rapidement. Quelqu'un a répété les commentaires de Maddie chez un parent, et soudain, les gens se demandaient si grand-père et grand-mère ne me couvaient pas trop. Plus ça se répandait, pire ça sonnait. À un moment donné, quelqu'un a même demandé à grand-mère si elle était fatiguée d'élever les erreurs des autres. Grand-mère ne me l'a pas dit. C'est ma cousine qui l'a fait. Au moment du rassemblement des fêtes, la situation était déjà tendue. Je n'y suis pas allé. Le plan était de rester à la maison, de finir les corvées et d'éviter les gens qui m'adressaient à peine la parole jusqu'à ce qu'ils aient une opinion à donner. Mes grands-pères et grand-mère y sont allés, et d'après ce que j'ai entendu plus tard, tout s'est effondré en moins d'1 heure. Un parent, du côté de mon père, a fait un commentaire passif sur les enfants qui n'apprécient pas ce qu'on leur donne. Grand-mère l'a ignoré. Puis une autre personne a dit que Maddie réussissait brillamment et représentait bien le nom des Harper, suivi d'un sarcastique, dommage que tout le monde ne le fasse pas,
c'est à ce moment-là que grand-père est intervenu. Scott m'a raconté comment ça s'est passé plus tard. Grand-père a posé sa fourchette, a regardé de l'autre côté de la table et a dit « Vous n'avez pas le droit de parler de mon petit-fils comme ça alors que vous n'avez pas levé le petit doigt pour lui. » Ce n'était pas fort, mais c'était définitif. La pièce est devenue silencieuse. Quelqu'un a essayé de défendre Maddie, disant qu'elle était juste inquiète, mais grand-père les a coupés. Elle sème la zizanie, et vous le permettez. Ryan travaille dur. Il gagne sa vie. Si vous ne pouvez pas le respecter, alors vous ne nous respectez pas non plus. Par la suite, il a dit à Scott que certaines personnes ne seraient pas les bienvenues à la ferme pendant un bon bout de temps. Quand grand-mère est rentrée, elle a agi comme si de rien n'était, mais je pouvais dire qu'elle était encore contrariée. Elle a préparé le dîner comme d'habitude et m'a posé des questions sur l'école, sans jamais mentionner la dispute. Elle n'en avait pas besoin. J'en avais assez entendu de mes cousins pour comprendre à quel point ça avait été houleux. Plus tard dans la soirée, Hope est passée pour me rendre un livre qu'elle m'avait emprunté. Elle a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais elle est restée sur le pas de la porte et a demandé « Journée difficile ?» J'ai hoché la tête. Problème de famille. Elle n'a pas demandé de détails. Elle n'a pas essayé de donner de conseils. Elle s'est juste approchée, m'a serré doucement le bras et a dit « Tu fais de ton mieux. » Ça compte. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai enfin compris. J'avais toujours pensé que Maddie était juste gâtée, agaçante et accro à l'attention. Mais ce n'était pas une rivalité fraternelle normale. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était malveillant. Elle n'était pas seulement favorisée. Elle était toxique. Elle ne se contentait pas d'être l'enfant en or. Elle avait besoin que je reste la déception pour qu'elle puisse continuer à briller. Elle voulait une cible, et j'en avais fini d'en être une. J'ai terminé l'université locale à 19 ans. Pas de cérémonie, pas de famille pour m'acclamer, pas d'appel de Déborah ou Gary. Grand-mère m'a serré dans ses bras quand j'ai ramené le diplôme. Grand-père m'a serré la main une fois et a dit « Bien. Maintenant, continue. » Oncle Scott a fait griller des hamburgers ce soir-là et n'a pas dit grand-chose, mais je pouvais dire qu'il était fier. C'était suffisant. J'ai trouvé un emploi en télémarketing quelques mois plus tard. Ce n'était pas glamour, mais j'étais rapide avec les gens et j'apprenais vite. Au début, je ne faisais qu'appeler des listes et suivre des scripts. Mais après quelques mois, ma superviseure a commencé à me confier des appels plus difficiles. Puis elle a commencé à me laisser gérer la formation des nouvelles recrues. 2 ans plus tard, j'ai été promu chef d'équipe. 1 an après, je suis devenu directeur des ventes. Le travail avait des horaires étranges, mais le salaire était régulier. Je suis resté vivre avec grand-père, grand-mère et Scott parce que c'était logique. Le loyer n'était même pas un sujet de conversation. Grand-père aurait ri si j'avais essayé de lui en proposer. Alors, à la place, je payais des factures quand je le pouvais, j'achetais les courses, je payais les réparations quand quelque chose cassait, et j'aidais toujours à la ferme chaque fois que je rentrais assez tôt. La vie semblait équilibrée. Le travail, la ferme, les soirées avec Hope, tout suivait le même rythme. Puis, un printemps, juste au moment où la ferme était la plus occupée, tout a basculé en même temps. Scott s'est blessé au dos en portant mal un sac de nourriture. Je l'ai entendu le laisser tomber et jurer. Quand je suis arrivé vers lui, il était penché, se tenant le côté de la taille comme si on l'avait poignardé. Il a essayé de marcher pour que ça passe, mais grand-père lui a dit de s'asseoir avant d'aggraver les choses. Grand-mère a apporté des poches de glace. Le médecin a dit que c'était une élongation dorsale. Scott avait besoin de repos. De vrai repos. Le problème, c'est que le printemps s'en fichait. Les corvées ont doublé. Les animaux devaient être nourris avant le lever du soleil. Les clôtures devaient être réparées après les tempêtes. Les factures ne s'arrêtaient pas. Et mon travail ne ralentissait pas non plus. Notre département était en retard ce mois-là et j'étais responsable de redresser les chiffres. J'ai commencé à me lever 2 heures plus tôt que d'habitude pour prendre de l'avance sur les tâches de la ferme. Je courais pour transporter la nourriture, ramasser les œufs, vérifier la grange, et traîner l'équipement à travers la cour, puis je me précipitais à l'intérieur, prenais une douche rapide, m'asseyais devant mon ordinateur portable et commençais ma journée de travail. Je travaillais pendant le déjeuner, finissais mes appels, fermais l'ordinateur portable et retournais directement dehors.
dès la première semaine, j'avais l'impression qu'on m'avait retiré les piles. Ma poitrine me faisait mal à force de courir partout. Mes mains tremblaient d'épuisement, et j'ai commencé à m'endormir assis à la table de la cuisine. Grand-mère me disait de ralentir, et grand-père insistait sur le fait qu'il pouvait gérer. Même si je voyais ses articulations se bloquer à chaque fois qu'il se penchait. Scott s'excusait constamment, frustré de ne pas pouvoir aider, mais aucun d'eux ne m'a dit d'arrêter. Il savait que le travail devait être fait. Une nuit, après une tempête, j'étais dehors dans la boue avec une lampe de poche pour réparer une clôture cassée, la pluie dégoulinant de mes cheveux, les doigts engourdis autour du fil de fer. Chaque muscle hurlait, mais je continuais. Non pas parce que je le voulais, mais parce que cette maison m'avait sauvé, et je n'allais pas la laisser s'effondrer. Hope voyait des bribes de tout ça. Elle apportait de la nourriture, et des grands-mères, et ne m'a jamais poussé à ralentir. Elle s'est juste intégrée au rythme de l'endroit. À mi-saison, un cousin m'a envoyé un mémo vocal d'une réunion de famille. Quelqu'un a demandé à Gary comment j'allais, et il a soupiré comme s'il portait le monde sur ses épaules. L'envoyer chez papa et maman lui a sauvé la vie, a-t-il dit. Nous avons fait ce que de bons parents font. L'entendre s'attribuer le mérite de m'avoir abandonné ne m'a pas rendu triste. Cela a durci quelque chose en moi. Plus tard, quand Hope m'a trouvé en train de réparer un loquet, elle l'a vu sur mon visage. Elle n'a pas été indiscrète. Elle a juste tenu la barrière fermement et a dit, « Tu fais du bon travail. Ils ont de la chance de t'avoir. » Pour la première fois depuis des semaines, une partie de la pression s'est relâchée. Le dos de Scott a guéri. Grand-père a dit qu'il était fier. Grand-mère a préparé mon dîner préféré et Hope est restée stable à travers tout ça. Ce printemps a failli me briser. Mais à la fin, j'ai compris quelque chose d'important. Ma vie n'était pas construite sur la fuite de qui j'étais. Elle était construite sur le fait d'être présent pour les gens qui étaient présents pour moi. À 24 ans, les choses à la ferme fonctionnaient de nouveau de manière stable. Le dos de Scott était guéri. Grand-mère continuait de faire tourner la maison comme une machine bien huilée. Et grand-père avait commencé à laisser entendre que je devrais penser à ma prochaine étape, non pas déménager, mais construire un avenir qui ne soit pas bloqué dans les limbes. Un matin, grand-père a fait glisser un papier plié sur la table. Une vente aux enchères arrive, a-t-il dit. Petit terrain, pas cher si la bonne personne fait une offre. Scott s'est penché par-dessus mon épaule pour regarder. Bonne terre, a-t-il dit. Pas parfaite, mais tu pourrais construire quelque chose. Je savais ce qu'ils essayaient de dire sans le dire. Il était temps pour moi d'avoir quelque chose à moi. J'ai passé la semaine suivante à ne faire que des calculs. Tout ce que j'avais économisé de mon travail de télémarketing n'était pas grand-chose, mais c'était assez pour tenter ma chance. Si je gagnais le terrain, je n'aurais plus rien en banque, mais j'aurais un début, un endroit qui serait à moi, une vraie fondation. Grand-père et Scott m'ont accompagné le jour de la vente aux enchères. Hope est venue aussi, se tenant près de moi, mais sans s'imposer. Elle savait à quel point c'était important. La foule n'était pas grande, quelques vieux fermiers, un couple d'investisseurs, et le propriétaire du terrain, un homme nommé Carson. Il serrait la main des gens, dévisageait tout le monde comme s'il avait déjà ses opinions. Quand les enchères ont commencé, j'ai levé ma pancarte avec une confiance totale. Je savais que je devrais y mettre tout ce que j'avais. Mais je n'ai pas hésité. J'ai levé ma pancarte encore et encore jusqu'à ce que le commissaire-priseur frappe le marteau. Adjugé, vendu. Hope m'a serré la main si fort que j'ai failli oublier de respirer. Sortir de ce bâtiment avec les papiers semblait irréel. Non pas parce que j'avais eu de la chance, mais parce que grand-père et Scott m'avaient soutenu sans ciller. Ils croyaient en moi alors que mes propres parents avaient essayé de saboter cela. Quelques jours plus tard, j'ai arpenté le terrain pour la première fois. Ce n'était pas grand-chose. Juste quelques hectares de terrain inégal, une vieille clôture et une longue étendue d'herbe, mais c'était à moi. J'ai passé des nuits à dessiner les plans d'une petite maison. Rien d'extravagant, juste assez d'espace pour vivre sans se sentir à l'étroit. Je n'ai même pas eu une semaine pour m'y habituer avant que Maddy ne débarque. J'étais en train de marquer l'emplacement d'une future allée quand une voiture bruyante est arrivée en cahotant sur le chemin de terre. 3 filles en sont sorties, toutes habillées comme si elles étaient là pour une séance photo. Maddy menait le groupe, lunettes de soleil sur le nez, téléphone déjà en train d'enregistrer. Cet endroit est parfait, dit-elle en tournant sur elle-même comme si elle en était la propriétaire.
On va faire des photos géniales. Je me suis mis devant elle. Vous devez partir. Elle a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Détends-toi. C'est juste pour des photos. Tu n'as même pas encore de maison ici. Ça ne change rien. Ce n'est pas votre lieu de fête. Elle a ricané. Waouh, tu vas vraiment gâcher ça. Tu devrais être reconnaissant que quelqu'un veuille même venir ici. Ses amis ont ri. Pas moi. Ça m'est égal, ai-je répété. Sortez de ma propriété. Elle est retournée à sa voiture en trombe, faisant semblant de pleurer assez fort pour être entendue de la route. Le temps qu'elle rentre chez elle, elle avait déjà brodé son histoire. Deb et Gary ont commencé à harceler le téléphone de grand-mère, agissant comme si j'avais attaqué Maddie sans raison. Quelques jours plus tard, Gary est venu voir ses parents. Il m'a coincé près de la grange. Tu dois être plus compréhensif, a-t-il dit. Elle est jeune. Elle ne pensait pas à mal. Elle est venue sans permission, ai-je dit. C'est tout. Gary a secoué la tête. Tu ne peux pas continuer à repousser les gens. Puis il a ajouté, et ce terrain? Es-tu sûr de pouvoir le gérer? Ne te ridiculise pas, avant que je puisse répondre, Scott est sorti de la grange. Tu n'as pas le droit de le laisser ici pour ensuite agir comme si tu l'avais élevé, a-t-il dit. Il fait plus pour cette famille que tu ne l'as jamais fait. Gary a tenté son ton d'avocat du diable. J'essaie seulement d'aider. Non, a dit Scott. Ce n'est pas le cas. Gary n'est pas resté beaucoup plus longtemps. Ce soir-là, j'ai emmené Hope sur le terrain. Le soleil était bas, le ciel orangé. Je n'avais pas de discours préparé. Je n'avais pas de bague d'une boutique de luxe. J'avais sa main dans la mienne et l'endroit où notre avenir pourrait se construire. Je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui. Quand nous l'avons annoncé à grand-père, grand-mère et Scott, tous les trois ont réagi comme une vraie famille devrait le faire. Grand-mère a d'abord serré Hope dans ses bras. Grand-père a hoché la tête une fois comme s'il s'y attendait. Scott m'a frappé dans le dos assez fort pour me faire trébucher. Debout sur ce terrain plus tard cette nuit-là, j'ai pris une décision silencieuse. Mon avenir était ici, avec les gens qui sont restés, avec Hope, avec la vie que je construisais brique par brique, pas avec ceux qui essayaient de la démolir. Construire la maison a pris toutes mes heures de libre. Je finissais ma journée de travail en télémarketing, je fermais l'ordinateur portable et je conduisais directement au terrain. Certains jours, je passais des heures à niveler le sol ou à transporter des matériaux. D'autres jours, je mesurais des planches à la lueur d'une lampe de poche parce que le soleil était déjà couché. C'était stressant, épuisant, et beaucoup plus difficile que ce que j'avais prévu, mais ça n'a jamais semblé inutile. Hope venait dès qu'elle le pouvait, me tendant des outils, marquant des planches, apportant de la nourriture, agissant comme si elle avait toujours fait partie de cette vie. La ferme est restée stable pendant cette période, jusqu'à un matin où tout s'est arrêté. Je me suis réveillé en entendant grand-mère nous appeler. Grand-père était affalé à la table de la cuisine, se tenant la poitrine. Il n'était pas évanoui, mais il avait l'air pâle et confus. Scott a réagi instantanément, l'aidant à se lever pendant que j'attrapais les clés du camion. Nous l'avons installé sur le siège passager. Grand-mère est montée à l'arrière, et Scott est resté pour appeler la clinique et les prévenir de notre arrivée. Le trajet a semblé plus long qu'il ne l'était. Grand-père ne disait pas grand-chose, il se tenait juste la poitrine et respirait lentement. À la clinique, ils l'ont emmené en urgence pour des examens. Le médecin est sorti plus tard et nous a dit que ce n'était pas une crise cardiaque, mais que c'était assez proche pour être un avertissement. Grand-père avait besoin de repos. De vrai repos. Pas de charges lourdes, pas de longues heures, pas de discours du genre, tout ira bien. Nous l'avons ramené à la maison avec de nouveaux médicaments et des instructions. Il détestait cette attention mais suivait les ordres parce que grand-mère le fusillait du regard jusqu'à ce qu'il accepte. Les nouvelles voyagent vite dans les familles qui prétendent être proches. Cet après-midi-là, le téléphone de grand-mère a commencé à vibrer sans arrêt. Le premier appel qu'elle a mis sur haut-parleur était de Deb. Dès qu'elle a entendu la voix de grand-mère, Deb a éclaté en sanglots bruyants et dramatiques. « Je n'arrive pas à croire que ça nous arrive, sanglotait-elle. C'est juste. C'est horrible. » Grand-mère a essayé de dire que grand-père allait bien. Mais Deb n'écoutait pas. Elle a continué, parlant de son stress, de son incapacité à gérer les mauvaises nouvelles,
de la difficulté que cela représentait pour elle. Pas une seule fois elle n'a demandé comment grand-père se sentait réellement. Pas une seule fois elle n'a demandé si nous avions besoin d'aide. Puis Gary a pris l'appel. « Eh bien, dit-il de sa voix calme et fausse, c'est pourquoi la famille doit rester unie. Quelqu'un doit prendre les choses en main et tout organiser. Il ne m'a pas demandé comment j'allais, ni Scott, ni grand-mère. Il agissait comme s'il était celui qui tenait tout ensemble. Même s'il n'avait pas mis les pieds à la ferme un seul jour. J'étais dans l'embrasure de la porte, écoutant, sentant cette vieille froideur familière s'installer de nouveau en moi. Grand-mère a mis fin à l'appel avant que les pleurs de Deb ne deviennent plus forts. Le lendemain, Maddie est arrivée dans une voiture brillante aux vitres teintées. Elle en est sortie en portant des vêtements qui semblaient empruntés à un blog de mode, tenant son téléphone comme si elle filmait une émission de télé-réalité. « Oh mon Dieu » dit-elle bruyamment, enlaçant grand-mère de manière théâtrale. « Je suis venue dès que j'ai appris. » Elle n'a posé de questions sur grand-père qu'après avoir mis à jour son statut en ligne. Puis elle s'est tournée vers moi. « Ryan, ne stresse pas grand-mère aujourd'hui, d'accord ? Elle n'a pas besoin de tes humeurs. » Elle est entrée dans la maison comme si elle était chez elle, organisant des choses que personne ne lui avait demandé de toucher, disant à grand-mère de quelle corvée elle ne devrait plus s'inquiéter, même si elle n'en faisait aucune. Plus tard, elle est sortie vers la grange et a désigné le camion de grand-père. « J'ai besoin de ça, dit-elle. Mon ami veut faire des photos dans un décor rustique. Le camion est parfait. » Non, ai-je dit. Grand-père n'est pas bien. Nous avons besoin du camion ici. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es dramatique. C'est juste pour quelques heures. Non, ai-je répété. Elle a tendu la main vers les clés sur le crochet. Je me suis mis devant elle. Elle est immédiatement passée en mode victime, élevant la voix pour que grand-mère puisse l'entendre à l'intérieur. Waouh, dit-elle plus fort. Tu es toujours le même gamin en colère. J'essaie juste d'aider. Et tu m'agresses. Grand-mère est venue à la porte. Maddie, pose ses clés, dit-elle fermement. Maddie a semblé stupéfaite que grand-mère ne soit pas de son côté. Elle a laissé tomber les clés et est partie en trombe, marmonnant à quel point j'étais toxique. 20 minutes plus tard, Deb a appelé grand-mère. Elle a commencé doucement. Je veux juste la paix dans cette famille. Puis Gary, après tout ce que nous avons traversé pour élever Ryan, tu le laisses manquer de respect à Maddie. Il me blâmait tout en prétendant être équilibré. Scott a finalement pris le téléphone. Vous n'avez pas le droit de parler de respect, a-t-il dit. Pas après avoir disparu quand les choses étaient difficiles. N'appelez pas ici pour semer des problèmes. Il a raccroché avant que Gary ne puisse répondre. 3 jours plus tard, Deb et Gary se sont présentés en personne. Ils n'ont pas demandé comment allait grand-père. Gary a commencé par « Nous venons juste vérifier que les choses sont gérées correctement ». Deb a croisé les bras, me foudroyant du regard comme si j'étais le problème. Maddie est sortie derrière eux, prête à en découdre. « Tu dois te calmer en présence des gens », m'a-t-elle dit. « Ton énergie est toujours si négative. » Gary a hoché la tête. « Ton oncle a dit que tu étais stressé. Tu ne peux pas te défouler sur ta sœur. » Il parlait comme s'il était la personne raisonnable dans la pièce. Deb s'est avancée. « Tu devrais t'excuser auprès de ta sœur. Elle voulait juste emprunter un camion. » Je n'ai pas haussé le ton. Je ne me suis pas expliqué. Je n'ai pas pris la peine d'argumenter. C'est la maison de grand-père et grand-mère, ai-je dit. Si vous êtes ici pour les aider, aidez. Si vous êtes ici pour le drame, partez. Je ne suis plus votre projet. Ils se sont tous mis à parler en même temps, Deb pleurant, Gary moralisant, Maddie se plaignant. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas reculé. Scott est sorti et s'est tenu à côté de moi, silencieux mais solide. C'était suffisant. Ils sont partis, furieux. Quelques mois plus tard, la maison était à peu près à moitié terminée, mais elle semblait juste. Hope et moi avons planifié une cérémonie simple à la ferme. Rien de grand, juste des amis, des voisins, et les gens qui comptaient vraiment. Grand-père l'a conduite à l'hôtel parce que son propre père vivait dans un autre état. Grand-mère s'est occupée des fleurs. Scott a aidé à tout installer, des chaises aux lumières. Nous n'avons pas invité Deb, Gary ou Maddie. Non pas par vengeance, mais par tranquillité d'esprit.
Ils n'avaient pas gagné leur place à ce moment-là. La nouvelle s'est répandue rapidement de toute façon. Deb s'est effondrée auprès de la famille, racontant à tout le monde qu'on lui avait volé le mariage de son fils. Gary a agi comme un parent sage qui avait été trahi. Maddie a essayé de transformer toute l'affaire en commérage, publiant en ligne des messages sur la fausse loyauté familiale. Grand-père a mis fin à tout ça. Quiconque essayait d'aborder le sujet recevait un rapide « Ils n'ont pas été invités pour une bonne raison ». Et c'était la fin de l'histoire. La cérémonie était petite, chaleureuse et authentique. Hope avait l'air si heureuse que tout en valait la peine. Lorsque nous avons remonté l'allée, grand-mère essuyait ses larmes. Grand-père souriait plus que je ne l'avais vu depuis des années, et Scott m'a frappé dans le dos si fort que j'ai failli trébucher. Cette nuit-là, Hope et moi sommes allés en voiture jusqu'à notre maison à moitié construite. La charpente était montée, les fondations étaient solides, et le champ derrière captait les derniers rayons du soleil couchant. Nous sommes restés là, fatigués, mais stables, sachant exactement qui était notre véritable famille. Ceux qui se sont montrés, sont restés, et ont aidé à construire quelque chose de réel. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus d'histoires et de meilleure qualité.